Bonjour, la vidéo que vous allez suivre tout à l'heure est en fait un webinaire que j'ai animé autour de l'orchestration, l'automatisation des processus avec Camunda. Au cours de ce webinaire, nous avons parlé de la modélisation BPMN, de l'automatisation des processus BPMN avec Camunda. Nous avons parlé de la différence entre l'orchestration et l'automatisation. Nous avons vu une démo et ensuite nous avons parlé de l'orchestration agentique, comment Camunda orchestre les différents agents IA. Avant de vous laisser aller regarder la vidéo, je tenais déjà à m'excuser parce qu'il y a parfois des bruits, le son n'est pas terrible et il y a également des bruits de fond parce qu'il y a des gens qui ont intégré le webinaire, ont laissé leur micro allumé et puis il y a quelques bruits de fond. Donc je tenais déjà à m'excuser par rapport à ça et maintenant je vous laisse aller regarder la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur la modélisation BPMN, donc de la modélisation BPMN à l'automatisation intelligente. Peut-être ici, avant de rentrer rapidement comme ça dans le bref du sujet, pour qui est-ce que tout ça est nouveau? Est-ce que vous avez l'habitude déjà de travailler avec le BPMN, avec un outil comme Camunda, ou tout ça c'est nouveau pour vous? Peut-être le laisser dans le chat là, juste comme ça j'ai un peu une vision des différents profils. Est-ce que vous travaillez déjà avec le BPMN? Oui, non? OK. Charles qui dit qu'il est nouveau. OK. Et pour les autres, c'est nouveau. OK, nouveau également. OK, OK. Et par rapport à Camunda, vous avez déjà entendu parler de Camunda et tout ça? Ou travailler avec Camunda? OK. Bon, OK. De toute façon, on va voir un peu tout ça aujourd'hui, hein. Donc, de la modélisation BPMN à l'automatisation intelligente. Euh, Là, on va commencer. Qu'est-ce que nous allons voir? Je vais déjà parler de l'approche processus. Je vais faire une introduction, une vue comme ça, très succincte, très rapide de ce que concerne l'approche processus. Parler introduire le BPM et le BPMN. Ensuite, nous parlerons du BPA, BPA pour Business Process Automation, donc l'automatisation des processus métiers. Nous verrons ensuite Camunda. Bon, c'est quoi Camunda? Et nous verrons une démo. Je ferai une démo de, voilà, un exemple de processus, comment on le démarre et tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes où on parle, je pense que parce que nous tous nous avons déjà entendu parler d'IA et tout ça. Donc, on parlera ensuite de Camunda et l'IA avec le concept d'orchestration agentique ou comment en fait finalement on orchestre les agents IA. Et à la fin, on aura des sessions de questions-réponses. L'idée ici, c'est d'aller très rapidement sur ces aspects-là. Allez, je dirais maximum 40 minutes, donc d'ici 11h40 finaliser avec ça et comme ça, on peut enchaîner directement avec les questions parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc ici, n'hésitez pas de laisser vos questions directement dans le chat ou de les noter quelque part. Soit vous allez les mentionner dans le chat, comme je l'ai dit, soit vous pouvez activer votre caméra ou voilà, votre son pour poser directement votre question en live. Ça sera à vous de voir. OK, déjà rapidement, qui suis-je? Moi, c'est Gérard Lapiemo. Je suis basé en Belgique. Et je travaille comme consultant et formateur autour de ces sujets de business process, donc de BPMN. Je suis également Camunda Champion. Donc voilà, c'est un titre qui est un peu donné par Camunda, voilà, qui mentionne comme quoi on maîtrise les aspects à la fois théoriques et pratiques et techniques autour de cette solution Camunda. Et j'ai déjà également eu l'opportunité d'accompagner plusieurs entreprises autour de ces sujets-là, en Belgique, en France, en Allemagne aussi. Et voilà, quelques entreprises aussi que j'ai pu donner des formations en Afrique, en Côte d'Ivoire et Cameroun notamment. Donc, euh, voilà, désolé. Donc, entrons dans ici. OK, déjà, j'aime bien cette maxime qui dit toute entreprise a des processus, qu'elle en soit consciente ou non. Parce qu'une fois, il y a un manager qui avait évoqué l'idée selon laquelle, bah, en fait, dans son entreprise, il n'y a pas vraiment de processus particulier. En fait, c'est quoi un processus? C'est une succession d'activités qui va produire un résultat.
Et toute entreprise est là pour produire soit des services ou des produits, donc va procéder par une succession d'activités pour produire ça à leurs clients. Donc, pour moi, j'aime bien cette maxime pour bien marquer le fait que, en fait, les processus, en fait, ils sont partout, et particulièrement dans une entreprise. Maintenant, c'est quoi l'approche processus? Déjà, il faut savoir que l'approche processus est née, en fait, de la discipline de management. En fait, dans une entreprise est très souvent structurée en départements ou encore en ce qu'on appelle un silo organisationnel. Et dans chaque département ou dans chaque silo, c'est qu'on se rend compte, en fait, très souvent, on a les mêmes profils. Donc, dans le département IT, on va voir des gens qui ont des profils IT, management, en fait, dans le département marketing, pareil, des gens qui ont plus ou moins le même profil. Et très souvent, ils se comprennent relativement bien parce que, voilà, ils ont le même background et tout ça, plus ou moins les mêmes formations. La difficulté intervient quand il faut en fait communiquer, quand le département marketing doit, par exemple, communiquer ou échanger avec le département IT. Et là, on se rend compte des problématiques parce qu'ils ne parlent pas le même langage, comment je veux dire, ils n'ont pas les mêmes priorités. Et je pense que pour ceux qui sont peut-être développeurs ici, là, l'ont certainement remarqué, quand il faut discuter avec le business ou avec l'IT, avec le marketing ou que sais-je, très souvent on se rend compte que la discussion est beaucoup plus compliquée. Donc, l'idée en fait de l'approche processus, comme je le disais, qui est cette discipline qui vient de la discipline du management, ils ont observé cela. L'idée, c'est de se dire qu'on va penser plutôt en termes de processus. Parce que l'idée, finalement, c'est de délivrer de la valeur au client final. Le client, quelque part, ne veut pas savoir si, au sein de notre entreprise, on a plusieurs départements. Lui, ce qu'il veut, c'est est-ce qu'on a délivré de la valeur. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on va plutôt penser aux processus qui vont traverser en fait ces différents silos organisationnels pour au final produire de la valeur au client. D'où le processus pour coordonner les différentes activités au sein d'une entreprise qui, qui vont forcément traverser ces différents départements. Donc, ensuite, là, nous allons voir rapidement le BPM, Business Process Management. Je ne sais pas si, peut-être laisser également dans le chat, si vous avez déjà entendu parler de, voilà, de ce terme du Business Process Management ou pas. Ou alors, si vous travaillez dans un environnement où ceci est appliqué. Personne n'a déjà entendu parler de ça, du BPM? Ah, OK. Donc, ici, BPM pour Business Process Management. Donc, le Business Process Management, c'est la discipline qui est en fait derrière l'approche processus. Donc, le BPM, c'est la discipline qui est derrière l'approche processus. OK, je vois qu'il y en a qui ont déjà. OK, super. Donc, le BPM, c'est la discipline, comme je le disais, qui est derrière l'approche processus. En fait, c'est une approche systémique qui permet de capturer, modéliser, documenter, analyser, améliorer et optimiser les processus automatisables et non automatisables. Donc, ici, il est important de mettre une petite pause ici, là, sur les processus automatisables et non automatisables. Donc, ça veut dire que le BPM, l'approche n'est pas juste pour les processus automatisables, parce que très souvent, quand on parle de process, on voit directement automatisation. On peut également travailler sur les aspects des processus non automatisables. Donc, l'objectif, finalement, c'est d'aligner la stratégie d'une entreprise avec ses processus qui seront en exécution. Donc, là, dans le BPM, on a des grandes étapes et ici, là, de façon très, voilà, très, comment dire, très globale comme ça, les grandes étapes du BPM. Donc, définir la stratégie, définir les objectifs à atteindre, définir les indicateurs clés de performance qui permettent de mesurer si on est en train d'atteindre des objectifs, si on va vers nos objectifs. Et ensuite, modéliser les processus métiers, donc cette étape 4, et enfin, penser à automatiser ou orchestrer ces processus. Et ici, quand on parle, donc cette étape 4 qui est de modéliser les processus métiers, est super importante, qui, ensuite, là, on va voir le BPMN. Donc, bien garder à l'esprit cette étape 4. Donc, le BPMN, là, dans le BPM, nous avons une étape de modélisation des processus. Et pour donc modéliser ces processus, on va utiliser le BPMN. BPMN pour Business Process Model Annotation. Donc,
qui en fait est une notation visuelle graphique qui permet la représentation ou alors la modélisation des processus complexes. L'idée, en fait, finalement, nous le savons tous, c'est le traitement de l'information visuelle, par exemple, est beaucoup plus rapide que le traitement de l'information textuelle. Donc, l'idée, c'est d'avoir une compréhension rapide des processus et aligner à la fois les tech et les non-tech autour des processus. Et depuis la version 2.0 du BPM, il y a également, une standardisation autour autour de l'exécution ou alors de comment exécuter ces processus. Et le BPMN permet également de modéliser ou de représenter des processus complexes, des scénarios complexes, business complexes. Je vais juste peut-être couper ici le son. OK. Excusez-moi. Donc, voilà. Ensuite, donc voilà, ici, quand on parle de BPMN également, il y a plusieurs niveaux de modélisation. Hein. On a voilà, la modélisation descriptive, analytique et la vue implémentation. Descriptive, pourquoi très souvent, quand on va discuter avec le business, ils ne sont pas intéressés par les aspects, par les détails en fait. Hein. Donc le business, on aura une vue descriptive de notre process. Ensuite, on a la vue analytique où là, on rajoute un certain niveau de détail. Et je pense que pour les développeurs qui sont ici, on le sait très bien, quand on rentre déjà dans l'implémentation, le niveau de détail est beaucoup plus élevé. Donc, ici, en fonction en fait, du rôle, si on est dans un projet d'orchestration des processus, par exemple, en fonction du rôle que nous avons, on sera soit, très souvent, on va dire le business analyst, lui, il est à la vue analytique. Et voilà, le développeur qui va se charger d'implémenter ces processus-là, voilà, il faut qu'il rajoute du détail pour cette vue implémentation. OK, ici, là, pour le moment, les principaux éléments de modélisation hein, du BPMN, les principaux éléments du BPMN, on a les activités, les gateways ou encore les passerelles en français, on a les événements, on a ce qu'on appelle les événements de début, les événements de fin, les événements de milieu qui permettent de déclencher le processus, c'est ce qu'on appelle encore de déclencher les événements de fin qui marquent en fait la fin d'un processus, les sous-processus, le sequence flow, donc les flows, tout simplement un peu ici les flèches, hein, qui permet de voir le sens, en fait, qui permet de lire le processus et savoir quelle est la prochaine étape, par exemple. Nous avons les gateways, les passerelles, les événements et tout ça. Donc ça constitue les principaux, je dirais, avec 80 à 90% des éléments. Et pour mes amis belges qui sont là, 90% des éléments BPMN quand on veut travailler dans la modélisation BPMN. Voilà, ici on a un rapide process du BPMN. Peut-être déjà, dans le chat ici, est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec le BPMN? Je vais dire de façon professionnelle. Peut-être le laisser dans le chat. Oui, non. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé? OK. OK, super. Super, super. OK. Donc voilà, ce n'est pas nouveau pour certains. OK. Donc ici, voilà, là, on a un exemple de BPMN. Moi, donc ici, c'est par exemple une modélisation d'une commande, par exemple, dans un restaurant, on va dire ça. OK. Bon, pour certains, c'est plutôt académique. OK. Donc, ici, on a cette commande, voilà un processus. Comme je le disais tout à l'heure, on a un déclencheur. Donc, ça, c'est l'événement de début qui va démarrer le processus. À quel moment est-ce qu'on démarre notre processus? Quand on a une nouvelle commande qui est passée. OK, on a une nouvelle commande. Qu'est-ce qu'il faut? Ensuite, il faut encoder la commande. Je pense que pour ceux qui ont ou pas déjà été en contact avec le BPMN, je suppose que quand vous regardez en fait ce processus, même si je n'explique pas grand-chose, en fait, vous comprenez au moins de quoi il est question. Et ça, c'est l'idée du BPMN. C'est que quand on regarde le process, sans forcément une certaine explication, on peut comprendre de quoi il est question. Donc, l'idée est vraiment d'aligner à la fois le business et l'IT autour des process. Donc, ici, on encode la commande. Ensuite, on transfère la commande à la cuisine. On dit ici, ça, c'est ce qu'on appelle un événement intermédiaire. Il va dire, OK, on attend la cuisson de la commande ou du repas. On attend la cuisson. Et ensuite, une fois que c'est fait, on arrive ici à ce qu'on appelle un gateway ou une passerelle qui va dire est-ce que la commande, donc quand on encodait la commande, est-ce qu'elle a été pour emporter ou manger sur place? OK, ici c'est emporter, oui, ben, en fait, on emballe juste la commande et puis la commande, voilà, on va dire le process est finalisé.
Si par contre, c'est à manger sur place, on va servir la commande et puis le process est finalisé. Et ça, c'est, voilà, on peut dire, process un peu générique comme ça, hein, d'une commande. Et on peut se dire, OK, on veut améliorer l'expérience client. Supposons que ici, là, on a ici ce qu'on appelle un sous-processus, là, qui dit que dans l'exécution, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails du BPMN ici, hein, mais euh, grosso modo, qu'est-ce que ça dit? C'est que euh, tant que nous sommes dans l'exécution de ce processus principal, si cet événement intervient, par exemple, c'est-à-dire que supposons qu'on a envoyé la commande à la cuisine, elle est en train de la faire et on se dit, OK, on veut améliorer l'expérience client. On se dit 30 minutes après, si la commande n'est toujours pas prête, qu'est-ce qu'on fait? On va aller s'excuser auprès du client. Ensuite, on va proposer allez, une amuse-bouche et voilà, pour rassurer le client. Ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la notation BPMN, chaque symbole a une sémantique, donc ça a un sens. Ceci, ça veut dire que ça, c'est ce qui va, ça, c'est ce qu'on appelle un sous-processus. Donc, tout ceci, c'est ce qu'on appelle un sous-processus orienté événement ou encore event sub-process. Mais là, c'est non interruptif. Ce que ça veut dire, c'est que si après 30 minutes, la commande n'est pas prête, on va aller auprès du client. Mais là, ça n'interrompt pas le processus principal. Donc, ce processus-là est toujours, voilà, il continue de tourner, donc ça se fait en parallèle. Par contre, cet événement qui dit commande annulée, c'est-à-dire que après un certain temps, on a passé la commande à la cuisine, que sais-je, le client dit finalement, je veux plus le repas, ou il abandonne, il annule. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va capter l'événement ici, qui va dire, par contre, cet événement qui dit commande annulée, lui, il est interruptif. Donc, ça veut dire qu'ici, quand on reçoit cet événement, alors on stoppe le processus principal. Donc, ce processus principal, il est stoppé et on capte l'événement. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, on va juste notifier la cuisine pour lui dire que, OK, si tu es en train de préparer la commande 1, 2, 3, ben, tu peux arrêter de préparer cette commande parce que finalement, ça a été annulé. Donc, on se rend compte ici que c'est un peu ça le BPMN. Donc, on permet vraiment de représenter de façon visuelle comme ça les processus des entreprises. Ensuite, faisons un rapide récapitulatif de tout ça. Nous avons vu l'approche processus, nous avons parlé du BPM, nous avons parlé du BPMN. Nous avons dit que le BPM, c'est en fait la discipline, l'approche qui est derrière l'approche processus. Donc, le BPM permet de penser en termes de processus. Et le BPMN, c'est la notation qui permet de modéliser ou de représenter ce processus de façon visuelle, graphique. Donc, l'objectif, en fait, finalement, que ces processus-là permettent de coordonner les activités au sein des différents silos organisationnels ou départements d'une entreprise. OK, on va continuer. Maintenant, on va parler du BPA, Business Process Automation. Euh, je ne sais pas ici si il y en a qui travaillent directement de façon professionnelle avec vraiment dans tout ce qui tourne autour de l'automatisation des processus métiers. Est-ce qu'il y en a qui travaillent peut-être dans les chats, comme ça pour savoir un peu quels sont les différents profils? OK, super. Donc là, actuellement, nous allons parler du BPA, Business Process Automation, donc l'automatisation des processus métiers. Ce slide-ci, pour moi, est super important parce que je me rends compte que les questions que je reçois souvent à propos de Camunda, je me rends compte que les gens, parce qu'ils n'ont pas compris ça, ils sont un peu perturbés, ils ne comprennent pas exactement où se situe une technologie comme Camunda, pour moi. C'est que quand on parle de l'automatisation des processus métiers, on a ce qu'on appelle l'automatisation du flux ou alors du flow de notre processus et l'automatisation des tâches. Pour moi, c'est bien important, c'est super important de bien comprendre la différence entre les deux. Donc, on a l'automatisation du flux, le flow du processus et l'automatisation des tâches. Ici, on voit ici que voilà, on automatise le flow du process parce qu'on peut avoir un processus où toutes les tâches sont manuelles ou encore ce qu'on peut appeler des user tasks dans la notation BPMN. On peut avoir des user tasks, donc des tâches utilisateurs, mais le flow est automatisé. Tout comme on peut avoir des tâches automatisées sans que le flow ne soit automatisé. Donc, pour moi, c'est super important, en fait, de bien comprendre cette différenciation.
OK. Maintenant, quand on parle de l'automatisation des tâches, nous avons aujourd'hui plusieurs outils qui existent pour automatiser les tâches. Nous avons, nous pouvons utiliser du code, nous pouvons utiliser des outils RPA. RPA pour Robotic Process Automation. Un RPA, c'est quoi? Un RPA va simuler en fait les actions d'un humain. Supposons en fait qu'on veut, voilà, on veut se connecter à un système ou alors pour injecter ou extraire des données. Et ce système-là, par exemple, n'a pas d'API, par exemple. On peut en fait utiliser un RPA qui va en fait simuler le comportement d'un humain, qui va en fait aller rentrer des informations dans un formulaire, cliquer sur un bouton. Donc ça, on peut avoir en fait un robot qui va le faire en fait. Donc on peut utiliser des outils RPA pour automatiser des tâches. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Avec voilà, les agents IA, aujourd'hui, on a de l'IA qui permet d'automatiser des tâches, des agents IA plus pour automatiser des décisions, si on veut dire ça comme ça. Et éventuellement, on peut avoir des lambda functions. Bon, bref, on voit qu'ici, pour automatiser les tâches, on a différents outils qui existent. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'automatisation du flow ou encore l'orchestration. C'est justement là qu'un outil comme Camunda intervient. À la base, Camunda est ce qu'on appelle un orchestrateur. Donc, il orchestre finalement, il automatise le flot de notre processus. La responsabilité première d'un outil comme Camunda, ce n'est pas d'automatiser les tâches, c'est le flow. Même si maintenant, avec les versions récentes de Camunda, il est capable d'automatiser les tâches, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, avec la version 8.7 de mémoire, la version 8.7, on est capable, on a ce qu'on appelle Camunda RPA, par exemple, RPA, donc pour automatiser également des tâches et tout ça. Donc, bien garder cette différence, automatisation du flow, qui est encore l'orchestration et l'automatisation des tâches. Donc, très rapidement, maintenant, quelles sont les principaux caractéristiques d'un outil comme Camunda? Donc, il supporte le standard BPMN. Donc, Camunda repose sur le standard BPMN. OK, je vois qu'il y a des questions qui vont, mais bon, on va voir les questions comme je disais à la fin. Donc, on va bien garder toutes ces questions. Camunda qui supporte le standard BPMN qui finalement permet, étant donné qu'on modélise les processus BPMN, permet un alignement entre le business et l'IT parce qu'on a des processus modélisés de façon visuelle et qui permettent d'aligner tout le monde. Également, améliore l'agilité. Pourquoi? Parce que dans certains cas, une fois que nous avons modélisé notre processus, par exemple notre processus en production, dans certains cas, il nous faudra juste modifier en fait notre diagramme, notre modèle et le redéployer sans, par exemple, écrire du code ou que sais-je. Comme ça améliore l'agilité. On peut rapidement modifier notre processus et avoir une nouvelle version. La scalabilité, parce que tout particulièrement pour Camunda 8, qui en fait a été pensé pour être scalable, pour être en mesure d'être déployé à l'échelle. Et parce que Camunda supporte les processus complexes et de longue durée. OK. Maintenant, très rapidement, brossons les principaux composants de Camunda. Nous avons ici, donc, comme on disait, Camunda est ce qu'on appelle un orchestrateur de processus. Donc, pour des processus BPMN. Donc, pour modéliser ces processus-là, il y a un outil qui s'appelle Modeler, donc Camunda Modeler, qui permet donc de modéliser les processus BPMN. Dans le Modeler, on a la version web et la version desktop, où il suffit voilà, de télécharger en local sur ton ordinateur, ou alors on peut utiliser la version web. Et une fois que nous avons modélisé ces processus, il faut les configurer, bien sûr, toujours dans le modeler. Ensuite, nous devons exécuter ces processus-là, ou alors les automatiser. Et pour cela, nous avons Zibi. Zibi, en fait, c'est le cœur de Camunda. C'est ce qu'on appelle le moteur, en fait. C'est lui qui exécute, en fait, le processus BPMN. Zibi va exécuter ces processus BPMN. Et nous voulons voir, par exemple, ce qui se passe au cœur de Zibi. Nous allons avoir Operate. Operate, c'est l'outil de monitoring qui va nous permettre, en fait, de voir ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de notre, voilà, du moteur d'exécution Zibi.
Operate, par exemple, permet voilà, de voir le nombre d'instances de processus, les processus exécutés, où est-ce qu'on se trouve dans le processus. Operate permet également parfois même de modifier des instances de processus et tout ça. Et comme nous l'avons dit, dans le BPMN, on a ce qu'on appelle des user tasks, des tâches humaines. Et ça, pour la gestion de ces tâches-là, nous avons donc Task List, que Cameroun a mis à disposition pour la gestion des tâches humaines. Et l'idée très. Nous avons également Optimize. Optimize, qui est ce qu'on appelle un Business Process Intelligence. Si vous voulez, en fait, toutes les données qui vont être générées, toutes les données générées liées à l'exécution des processus, Optimize va les capter, va les récupérer et va proposer en fait des dashboards pour donner des idées d'optimisation en fait, hein, finalement des processus qui sont en exécution. Donc, ça sont les principaux composants de Camunda. OK, là, on va rapidement aller à la démo. Ici, j'ai démarré, on va pas rentrer dans ces détails-là, hein. Ici, j'ai démarré Camunda en local, hein. Et là, je vais juste démarrer rapidement l'application. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails ici de tout ça. Mais bon, on pourrait éventuellement, pour ceux qui veulent, en discuter au moment des questions. Là, je démarre juste voilà, une application. Ça, c'est une application pour information Java à Spring Boot. Et ici, j'ai Camunda que j'ai démarré en local. Juste pour les données de connexion, démo. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est Operate. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que j'ai démarré Operate. On n'a aucun processus pour le moment. Il n'y a aucun processus parce que je n'ai rien déployé. Si je vais également. Et là, on a. Et là également, on a Task List. Comme je le disais, ça permet la gestion des tâches utilisateurs. Pour le moment, il n'y en a rien également. C'est un peu normal. De toute façon, nous n'avons aucun processus. Et là, le processus que nous allons ici, sur lequel c'est ce processus-là. Donc, c'est un processus ici pour voilà, commander une pizza, hein. Ici, donc ici, on démarre le processus quand on a une nouvelle demande, en fait, une nouvelle commande. Ensuite, ça va voilà, là, on a une tâche humaine qui dit, OK, on peut imaginer ici, là, à la pizzeria, on a je sais pas moi, un collaborateur qui est devant l'ordinateur, quand il y a de nouvelles commandes, il reçoit ces commandes-là. Ensuite, il évalue éventuellement la commande, il valide, ça va en cuisine, où on va cuisiner, ou alors on va faire, voilà, cuisiner la pizza. Là, par exemple, on dit, OK, quand il cuisine, une fois que la pizza est prête, on peut envoyer un message WhatsApp à la personne pour lui dire que voilà, sa commande est prête, que sais-je. Et ça, c'est une tâche service. Donc, une tâche automatisée, par exemple, une tâche service où on peut imaginer qu'on communique avec l'API de WhatsApp pour envoyer les messages. Et là, au moment de la commande, on a ici un gateway qui va permettre de dire, OK, est-ce que cette commande, c'est pour manger finalement sur place ou alors il faut aller il faut aller livrer la commande. Donc, s'il faut livrer, on va dire qu'on a ici voilà, le livreur qui va occuper la commande, il va aller livrer la commande, il va demander au client voilà, de payer. Le client ici paye, ensuite il remet la commande et puis le processus est finalisé. Voilà. Donc ici, là, je suis par exemple dans le Camunda mode là, la version desktop. Je vais juste rapidement ici bon voilà, déployer. Par exemple, là, je peux déployer mon processus depuis mon Camunda mode là. Là, on voit bien voilà, globalement que le processus a été déployé. Si on revient à notre Operate, on fait un refresh. Parfois, ça prend un peu, ça prend quelques secondes. OK. Voilà. On voit ici, en fait, qu'on a un processus qui a été déployé. On peut l'ouvrir. On voit qu'on a notre processus. On voit là, par exemple, voilà, il n'y a aucune instance pour le moment. Et là, j'ai mon application que j'ai démarrée très rapidement. Bon, OK, c'est en train de tourner.
Là, et si vous voulez, mon application, en fait, est connectée, en fait, va communiquer, en fait, avec la plateforme Camunda. Donc, ici, mon application, on peut imaginer ici qu'on a un front-end, une application web pour commander, en fait, où on peut dire, OK, on va passer une nouvelle commande, OK, dans le numéro, il choisit sa pizza, et elle dit, OK, manger sur place, yes. Et là, démarre, OK, order submit, donc, on a bien passé la commande. On va prendre encore peut-être, allez, disons qu'une commande pour, quelqu'un veut bien une commande, allez, je vois, commande pour Charles, OK. Que sais-je? C'est pas ça. Charles, tu as une préférence là, Hawaii, pepperoni ou autre chose? Ah. Pepperoni. OK, allons-y. Alors, allez, on va dire Charles, lui, il veut qu'on le livre sur place. On va dire, il veut beaucoup de fromage. Voilà. Allez. Bon, je vois qu'on a également un autre qui a posé une question. OK, on va dire une dernière. Allez, on va dire 4 saisons. Allez, disons également manger sur place. Allez. Euh, allez, on va dire beaucoup de piment. Sèche. Voilà. OK. En fait, on voit ici, là, on a eu des commandes à chaque fois. Ces commandes-là, qu'est-ce que ça a donné? Ah oui, qu'est-ce qu'on se rend compte? En background, qu'est-ce qu'on a eu? On voit ici trois pour dire en fait le nombre d'instances de processus. Donc, en fait, pour dire le nombre finalement, de commandes, hein. Là, on est dans notre processus de commande. Et on voit, on a eu trois processus qui ont été démarrés et qui sont là. Pour le moment, qui a cette tâche, on va dire, peut-être voilà, le réceptionniste, que sais-je, qui lui, il a les tâches, il reçoit les trois commandes. Et si on retourne dans Task List, comme je le disais, comme c'est une tâche utilisateur, là, dans Task List, on va retrouver en fait les tâches qui sont liées à cet utilisateur-là. Qu'est-ce qu'il voit? Il va faire un review de ces différentes tâches. Il va dire, OK, je m'assigne cette tâche. Il va voir, OK, name, OK, Gérard a commandé, il veut manger sur place, il a commandé pepperoni. Donc, il va dire, bon, OK, lui, ça semble que cette commande est correcte. Il termine juste la tâche. Il a terminé la tâche. Il passe à l'autre, à la prochaine commande. OK, voilà, Charles qui dit, lui, il veut beaucoup de fromage. OK, il faut délivrer. Voilà, il dit, tout ça, ça semble bon. Pareil, on va valider hein, rapidement. Et pareil pour Arnaud, il valide. Il dit, bon, tout ça, ça semble bon. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte si on fait juste un refresh ici, on se rend compte qu'en fait, on va dire le réceptionniste ou bien voilà, lui, il a terminé en fait les tâches. On se rend maintenant, c'est passé à la cuisine ou que sais-je, celui qui est supposé cuisiner, faire ces pizzas-là. Donc, on voit qu'en fait, les instances sont arrivées là. Oui, Charles, je vois que Charles veut poser une question. Si juste tu peux garder ta question et peut-être pour ne pas couper le flot, comme ça on va le voir rapidement à la fin. On va vraiment, je vais essayer d'aller vite pour vraiment, il y a beaucoup plus de temps pour les questions. Donc voilà, on est là. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu. On a cette tâche de pizza, il va dire, allez, il valide à chaque fois. Il a terminé de cuisiner, il valide. OK, il a terminé de cuisiner les repas, termine. OK, celle-là également, il termine. Il dit que j'ai terminé de cuisiner. Qu'est-ce qui se passe? On se voit ici au niveau des tâches, on n'a plus de tâches. Si on vient là, on fait un refresh. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, on voit que, bon, parce que les process sont finalisés. Ici, pourquoi? Parce qu'on voit en fait qu'on a tous les process en fait qui sont finalisés là, qui sont bien arrivés là jusqu'à la fin. Prenons par exemple celui-là. On peut voir un peu finalement l'historique de ce qui s'est passé. On voit que, OK, voici finalement le chemin de notre commande.
On a bien reçu, bon, c'était une commande à emporter, et puis il a payé la pizza, et puis bon, voilà, on lui a remis la pizza, le process est finalisé. OK, ça c'était une rapide démo de ce processus-là. Euh, Là, on ne va pas voir, on va pas, je vais parler d'Optimize, mais on ne le verra pas. Bon, voilà, on pourra peut-être en discuter si vous voulez. Donc, on va juste rapidement, pour rapidement finaliser avec ça et commencer avec les questions. Donc, là, je voulais, maintenant, on va parler un peu de Camunda et l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on parle de l'IA un peu de, je pense que presque tous les jours, on voit au moins un post ou bien quelque chose qui traite de l'IA. Ben, je voulais faire un rapide rappel déjà. C'est quoi? OK, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est la science ou l'ingénierie, en fait, qui rend les machines intelligentes. Pourquoi? Parce que traditionnellement, les machines exécutaient des tâches, comment je veux dire, des instructions préencodées. Donc, on définissait des instructions et la machine l'exécutait. Avec l'IA, ça peut écouter le langage humain, ça peut éventuellement interpréter une image et ainsi de suite. Et maintenant, nous avons les agents IA qui a un cran au-dessus, si on veut, qui en fait un agent IA a trois principaux caractéristiques. Donc, la perception, donc il peut percevoir son environnement, peut prendre des décisions et a une capacité d'action. Donc, on va avec les agents IA, par exemple, on peut automatiser en fait les décisions. Parce qu'avec un contexte, il peut prendre des décisions et poser des actions, en fait. Donc, je voulais poser un rapide rappel par rapport à ça pour directement enchaîner avec le concept d'orchestration agentique de Camunda, qui est en fait l'idée d'orchestrer différents agents IA. C'est quoi? Le truc, c'est que les agents IA, finalement, se reposent sur des données et parfois, même s'ils sont capables d'automatiser un certain nombre de tâches ou de prises de décision, c'est que ces agents-là peuvent halluciner, peuvent prendre des décisions erronées. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas laisser ces agents finalement prendre des décisions comme ça là sans contrôle. C'est d'où cette approche d'orchestration agentique qui est de se dire que on va injecter de l'IA dans nos processus en fait, dans nos processus structurés. Parce que si on veut, le BPMN c'est la structure. Donc, ici, l'orchestration agentique fait intervenir trois principaux éléments. Si on veut, c'est des éléments déterministes, donc c'est le BPMN, c'est la structure. Des éléments non déterministes, c'est de l'autonomie, donc des agents IA, et prévoir des scénarios d'escalade vers d'autres systèmes ou vers un humain si on se rend compte que finalement, ces agents IA-là renvoient des données qui ne semblent pas pertinentes ou non conformes. Donc, d'où ici l'orchestration. Donc, c'est ce qui. Donc, l'idée de l'orchestration agentique, c'est d'injecter l'IA de façon raisonnable et contrôlée, en fait. On va voir un exemple très rapide ensemble. Ça, c'est un exemple, voilà. Ça, je l'ai pris du site de Camunda. Hein. Ça, c'est un exemple, c'est ce qu'ils appellent des blueprints sur Camunda Marketplace. On va en parler par rapport. Je vous présente ça rapidement pour expliquer un peu l'idée. Donc là, je l'ai juste copié en local et puis je l'ai ouvert ici avec mon camion dans mode en local. Donc ici, notre processus, qu'est-ce qu'il fait? On va démarrer, quand on demande le processus, on va, voilà, bien sûr, ici, c'est un processus permettant de détecter, voilà, la fraude. Voilà, éventuellement pour évaluer le risque de fraude. Donc, on demande le processus, on injecte tout un contexte, un certain nombre d'informations. On arrive là. Je pense que vous l'aurez reconnu, ça, c'est le logo un peu de ChatGPT. L'idée ici, ça c'est pour dire, en fait, ça c'est ce qu'on appelle un connecteur dans le langage Camunda, qui va permettre en fait tout simplement de se connecter en fait à ChatGPT. Donc ici, on a un agent IA qui va évaluer le risque de fraude. Ici, cet agent IA-là, donc ChatGPT, on peut le voir ici, hein, on donne un certain nombre de configurations, un certain nombre d'éléments pour se connecter en fait hein, à l'API de ChatGPT. On lui donne un prompt, on voit ici un prompt avec les éléments du contexte. Voilà, certainement les éléments qu'on aurait rentrés ici là préalablement avec les éléments du contexte. Et à cet agent IA-là, on va également lui préciser un certain nombre d'outils à disposition. Par exemple, l'envoi d'un email. On voit ici, ça c'est un autre agent IA
qui permettra, par exemple, de rédiger, par exemple, des emails de façon automatique. Donc, voilà. On a ici, comme on le disait, un scénario où on peut imaginer comme quoi cet agent, il va évaluer le risque, il va se dire, OK, il n'est pas très certain, il va se dire, OK, je préfère qu'un humain y jette un coup d'œil. Encore. Donc là, par exemple, on a une user task où ça sera un humain, par exemple, qui va jeter un coup d'œil voilà, sur les détails pour finalement prendre la décision finale. Ou alors l'agent, dans son évaluation, peut être très sûr de la réponse en fonction des éléments qu'il a, dit que, OK, lui, il a détecté une fraude. Donc, on voit ici que l'agent, en fait, on va envoyer un certain nombre d'informations, l'agent va renvoyer une réponse. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle un script task, tout simplement parce que là, on utilise ce qu'on appelle un ad hoc sub-process. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on arrive ici déjà bientôt à 40 là. Donc, ad hoc sub-process, tout simplement, ce script task va permettre de formater les données qui ont été renvoyées ici, là, par cet agent-là, pour que ça corresponde à la structure attendue du ad hoc sub-process, tout simplement. Donc ici, en fait, l'adoption process, ça rajoute aussi de l'autonomie et du non-déterminisme. Parce qu'ici, en fait, dans l'adoption process, on ne sait pas exactement quelle tâche va être déclenchée. On ne sait pas quelle tâche va être déclenchée. Donc, c'est suite à l'évaluation de l'agent IA qui va dire, OK, on va passer un certain nombre d'éléments, d'outils, si on veut, et c'est l'agent IA qui va décider quelle tâche va être déclenchée. Donc là, ici, l'adoption process déjà rajoute du non-déterminisme, si on veut un peu. Et là, on a, allez, imaginons un cas où l'agent détecte, lui, il est sûr avec les éléments, il se dit que donc là, il y a une fraude, là, ça va déclencher cet événement-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un intermediate event et qui va déclencher celui-là. Et en fait, on va stopper le processus parce que là, directement, il a détecté une fraude. On arrive là, on détecte, là, ça, c'est l'événement de fin. Ou alors, qui peut dire, lui, il est sûr qu'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de fraude. Lui, il est presque sûr qu'il n'y a pas de fraude. Là, ça va déclencher cet autre agent. Par exemple, imagine, ça va déclencher cet autre agent qui, lui, va tout simplement rédiger un email. Ensuite, on a un autre connecteur ici qu'on appelle le connecteur SendGrid. SendGrid, c'est un outil qui permet d'envoyer les emails. Là. Tout simplement, il faut créer un compte SendGrid et Camunda propose, par exemple, un connecteur SendGrid qu'il faut juste configurer. C'est où il faut juste configurer, vous voyez, bon, il faut juste configurer en fait, et voilà, son compte SendGrid et on peut envoyer l'email automatiquement. Et à la fin ici, et à la fin, bon, si on sort là et on se dit, OK, aucune fraude n'a été détectée, on arrive là, on a un autre agent quand même qui va faire un dernier check, une dernière vérification. Il va faire une dernière vérification, il va prendre une décision. OK, lui, est-ce qu'il dit s'il n'y a vraiment pas de fraude, il va dire OK, il n'y a pas de fraude, et puis on sort là, le processus est finalisé. S'il a des doutes, on peut dire OK, le processus, on relance en fait une autre évaluation. Donc ici, on se rend compte que tout ce processus, par exemple, peut être implémenté sans une ligne de code. Parce qu'on a en fait des connecteurs là. Tout ça peut être implémenté et on peut pousser ça sans une ligne de code. Et qu'est-ce que je voulais mentionner également, c'est qu'on voit ici, en fait, on a plusieurs agents IA là, qui peuvent être finalement orchestrés. Donc, ils agissent dans un cadre bien défini et contrôlé. OK. Bon, vu que j'arrive déjà au temps là, bon, OK, les questions-réponses. On peut rapidement aller voir les questions et essayer d'être là. Bon, je vais juste aller rapidement voir les questions et également, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, ça, voilà, pour ceux qui l'ignorent éventuellement, je crée également du contenu en ligne, hein, YouTube, où je parle de Camunda, du BPMN et tout ça, et sur LinkedIn. Vous pouvez éventuellement m'écrire si vous avez des questions par rapport à ça. Je vais aller voir rapidement les questions qui ont été posées. Ok, je vois ici ma question porte sur les spécificités de Camunda et particulièrement Camunda peut aider à automatiser un flux métier où les tâches sont assignées à une équipe, mais seul un membre de cette équipe peut exécuter la tâche. Oui, mais en fait, ici, avec les task lists, par exemple, au moment en fait, de la configuration de ces tâches-là, comme on le disait ici, au moment de... je ne sais pas si la question a été claire pour tout le monde. Dites-moi en fait si pour vous, la question a été claire. Ben, je vais peut-être la répéter rapidement. Donc, globalement,
voilà, je répète la question. La question, c'est ma question porte sur les spécificités de Camunda et particulièrement comment Camunda peut aider à automatiser un flux métier où les tâches sont assignées à une équipe, mais seul un membre de cette équipe peut exécuter la tâche. Ben, ici, ça sera au moment de la configuration en fait, de la tâche utilisateur. Ici, en fait, il faudra créer un rôle et dire que ok, seule la personne qui a ce rôle-là peut exécuter cette tâche. Ça, c'est l'une des façons, par exemple, qu'on pourrait faire ça, en fait. Dire voilà, cette personne qui a ce rôle-là puisse exécuter cette tâche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si ça paraît clair. OK. Je vais. OK, super. Et l'autre question, c'est pour moi, est-ce que Camouda 8 en self-money est gratuit? Sinon, pouvez-vous nous donner une fourchette de prix? Maintenant, en self-manage, ça dépend quel est l'objectif de l'utilisation de Camunda. Camunda, dans sa licence, ben voilà, il faudra encore checker. Hein. Dans sa licence, si on l'utilise pour des tests, on peut, ou de façon académique, Camunda en self-managed, c'est gratuit. Mais seulement quand on doit passer en production, là, par contre, c'est payant. Donc, ça, il faut encore que je check. Mais en tout cas, si on doit travailler de façon académique pour des tests et tout ça, Camunda, voilà, en self-managed, c'est gratuit. Seulement quand on doit passer en production, que ça passe, là, c'est payant. Donc, ici, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, soit vous pouvez directement les poser ou alors voilà, lancer votre caméra ou votre micro et poser la question. Mais en attendant, si j'ai juste ici, j'aurais apprécié si je mets dans le chat là en fait un formulaire que j'apprécierais si vous pourrez le remplir pour donner éventuellement votre avis sur ce webinaire, ce que vous avez en pensé éventuellement. Et aussi, voilà, à la fin comment je vais dire, de ce formulaire-là, il y a possibilité, j'ai également rédigé un e-book hein, qui présente un peu Camunda comme ça, de façon, les concepts qui s'articulent autour de Camunda. Donc, comme ça, à la fin, vous pouvez, pour vous remercier du temps que vous aurez pris éventuellement pour remplir ce formulaire, vous pourrez avoir cet e-book-là, télécharger cet e-book si cela vous intéresse. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, en effet, oui, oui, oui. Avec Camunda 8, oui, on peut possibilité d'utiliser Quarkus. Bon, Quarkus, je n'ai pas encore joué avec ça. Comme ça, je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Je n'ai pas encore joué avec Quarkus ou alors essayer d'intégrer Camunda ou alors voilà. Avec Quarkus, ça, je ne sais pas. Mais avec, par exemple, là, très souvent, moi, c'est avec Spring Boot, par exemple, que je travaille ou j'intègre, voilà. Que, ici, il faut bien garder à l'esprit que Camunda 8, c'est une plateforme dont on ne peut plus intégrer en fait le moteur d'exécution de Camunda dans un projet. Donc, si tu veux, il faut bien garder à l'esprit que Camunda, surtout Camunda 8, ça devient un peu ce qu'on appelle un process as a service. Voilà, process as a service. Parce que là, on communique, en fait, le projet qu'on aura va juste communiquer en fait avec la plateforme Camunda. Avec Camunda 7, par exemple, il était possible d'intégrer en fait le moteur d'exécution de Camunda directement dans son projet Java, en fait, dans son projet Spring Boot. Avec Camunda 8, ce n'est plus possible. Des formations autour de Camunda. Oui, j'organise des formations. D'ailleurs, dans le formulaire que je vous ai envoyé, j'apprécierais vraiment que si vous pouvez prendre quelques minutes de votre précieux temps pour le remplir, j'apprécierais vraiment. Et justement, oui, voilà, vous pourrez renseigner si vous êtes intéressé éventuellement pour des formations et tout ça. Que ce soit, bon, comme je disais, hein, je travaille comme consultant et formateur. Donc, en entreprise, je fais des formations en entreprise, de la consultance
aussi des formations de groupe, individuelles. Donc, voilà, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Mais dans le formulaire que j'ai envoyé, vous pourrez éventuellement mentionner tout ça. Bon, ok, super, super. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent là, ça c'est cool. Après avoir suivi un de vos tutoriels sur le démarrage de Camunda 8 avec Docker, ma task list ne s'affiche pas. Ce n'est pas seulement mon cas, mais il y en a d'autres. Alors, ma question, c'est comment débugger ça? Euh, hmm. Si tu l'as démarré avec Docker et qu'il n'y a pas de task list, je me demande s'il n'y a pas un problème, un problème de configuration avec les Docker Compose. Peut-être qu'avec ton Docker Compose, maintenant, il faut débugger ça. Ça, je ne saurais pas comme ça. Voilà. Il faudra peut-être voir le Docker Compose ou quoi. Mais maintenant, il y a plusieurs façons également de démarrer Camunda quand on est débutant. Il y a ce qu'on appelle Camunda 8 Run. Donc là, on n'a pas besoin de. Voilà, si on est sur Windows, tu télécharges, c'est un fichier zip. Il suffit juste de le dézipper et puis de démarrer Camunda en fait. Là, on n'aura plus besoin de Docker. Pour ceux qui éventuellement ne sont pas voilà, à l'aise avec Docker ou bien qui n'ont pas un profil tech, on va dire. Donc, mais par contre, pour ce cas-ci, je ne sais pas trop, hein. Moi, j'ai plus l'impression peut-être qu'il y a eu un souci avec peut-être la configuration du Docker Compose. Donc, voilà, il faudra peut-être que je l'ai pour voir, quoi. Dans un environnement professionnel où les processus ont historiquement été mis dans du code applicatif, quelle est la bonne stratégie pour migrer ceci vers une architecture dans laquelle un moteur de workflow comme Camunda peut et doit se positionner comme? Ah, ça, c'est une excellente question. Justement, quelle est la bonne stratégie? Et justement, dans un projet, pour un projet client très récemment, en fait, justement, je travaillais sur un tel, comment je veux dire, le projet portait exactement sur ce que Arnaud, tu viens d'évoquer. C'est qu'en fait, on sortait des processus qui sont codés en fait dans l'applicatif. Et quelles sont les problématiques? Déjà, premièrement, parce que donc, d'un côté, bon, historiquement, on a le business qui imagine, qui discute, qui imagine les processus, et ensuite on va prendre ces processus, en fait, qui va définir des exigences, et on va donner aux équipes IT qui doivent l'implémenter. Et on se rend compte que finalement, ce qui a été implémenté par l'équipe IT n'est pas tout à fait ce que le business avait demandé. D'où un outil comme le BPMN, par exemple, qui permet d'aligner tout le monde. Et c'est ce BPMN qui va être exécuté. Donc ici, par exemple, la stratégie, finalement, déjà, quand on a, et aussi un autre point, c'est que quand finalement ces processus-là sont codés en dur dans l'applicatif, c'est qu'il y a un manque de visibilité. Par exemple, point cas concret, le client pour lequel que j'accompagnais récemment, il s'est rendu compte que, en fait, il se rendait compte que quand il fallait faire, parce qu'ils avaient des processus vraiment complexes, comme on dit vraiment, ils ont des processus hyper complexes. Donc, quand ils modifiaient une partie du processus, ça avait des impacts ailleurs, en fait. Un peu, voilà, ce qu'on appelle des effets de bord ou des side effects. Parce qu'en fait, il n'y avait pas quelqu'un qui avait toute une visibilité du processus end-to-end, donc de bout en bout. Il n'y avait pas quelqu'un qui a. Donc, finalement, quand on modifiait quelque chose ici, on se rendait compte que le processus, il cassait de l'autre côté parce on manquait de cette visibilité-là. Et le BPMN et un outil comme Camunda, qui est l'orchestrateur de processus, apporte cette visibilité-là. Donc, la stratégie, en tout cas, ce que on a mis en place, en fait, ce que j'ai mis en place, c'est premièrement déjà de comprendre ces processus qui sont à coder, qui sont codés en dur. Donc, beaucoup de discussions avec le business et également les équipes tech, parce que parfois, je me rendais compte que quand je discutais avec le business, parfois, il me parlait du processus et quand j'allais voir les techs, ils me disaient non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'en fait, le business, dans leur imaginaire, le process fonctionne comme ça, mais la tech, lui, ne fonctionne pas ainsi. Et le fait qu'on l'ait modélisé, donc l'étape serait de discuter avec le business, modéliser ces processus-là, s'aligner avec l'IT, vu que les processus sont, voilà, on dit hein, la vérité dans le code, on va vérifier dans le code, on valide le processus avec le business et l'IT. Une fois que tout est validé, seulement là, on travaille on va dire, à la configuration et à la mise en production ou alors au déploiement de ces processus. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup, Gérard. C'était Ouais, assez ok. clair et
Des fois, on peut être surpris que ce type de problématiques, on les trouve dans des organisations qui, vues de l'extérieur, on aurait l'impression que, voilà, Tout à fait. Ah, attends. cette Ben, science-là, elle fait partie de la façon de travailler. Mais voilà, donc je pose la question sciemment parce que c'est un cas concret sur lequel je suis actuellement. Et si tu veux, l'idée sous-jacente même de ma question, c'était de savoir, en plus de ça, maintenant, comment tu vends ça au business pour pouvoir migrer. Parce que c'est quelque chose que je suis ah en train ouais. de me battre là depuis 2 ans pour leur dire, Ok, ok, faites plus ok, ça, passez sur autre chose. ok, oui, je vois, mais bon, c'est toujours un peu compliqué, hein. Mais moi, d'après mon expérience, le business, très souvent, surtout quand il voit cet aspect visuel-là, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le business, quand je travaille, très souvent, ce que je fais, c'est que quand je suis en train de discuter avec eux, je modélise en même temps. Parfois, c'est un peu difficile parce que, bon, bref. Et quand ils voient le processus, en fait, tu as, en tout cas, j'ai remarqué, c'est un peu comme des éclairs, comme s'ils se disent, ah oui, quand ils voient le processus et qu'ils peuvent voir, par exemple, même avec un POC, hein, voir ce processus qui s'exécute, même avec un POC, leur présenter, en fait, voici le processus qui s'exécute, par exemple, via Operate, voit exactement comment le processus s'exécute. Très souvent, bon, voilà, l'idée, en fait, l'idée leur parle très, très rapidement. Ok, je vais avancer parce que là, il ne nous reste plus que 5 minutes. Du coup, là, en démon, on a juste vu le module task list de Camunda. C'est ça ou aussi Zibi? Non, non, non. En fait, Zibi, c'est le moteur. Zibi n'a pas de front-end, n'a pas de vue front, en fait. C'est le moteur, en fait. C'est vraiment, si tu veux, on dirait, si tu veux, on dirait, c'est un peu comme que sais-je. C'est un peu comme le moteur d'une voiture. Voilà, quand tu rentres dans la voiture, tu ne vois pas le moteur, tu démarres la clé, arrête, tu mets ta clé, tu démarres ton véhicule, tu peux avancer, tu ne vois pas le moteur, mais il faut aller soulever le capot pour savoir que voilà, il y a le moteur. Je crois que tu peux prendre un peu cette analogie-là. Zibi, c'est pareil. Zibi, c'est vraiment le moteur, on ne le voit pas. Il n'y a pas d'interface front voilà, pour voir Zibi, par exemple. Bon, maintenant, il y a des API. Hein, mais, peux-tu nous parler un peu plus sur les API disponibles sur un service Camundali? Est-ce que ces API sont générées automatiquement ou alors s'il faut du code supplémentaire? Oui, en fait, il y a des API Camunda. Il y a des API pour piloter en fait, les instances de processus. Oui, bon, je ne suis pas rentré dans les détails ici. Maintenant, voilà, c'est pour ça que vraiment, je vous invite d'aller remplir le formulaire que j'ai envoyé parce que là, vous pouvez également laisser vos recommandations. Comme je disais, je crée également du contenu en ligne. Et pour ceux qui veulent aller loin, peuvent éventuellement booker des séances où on peut de coaching individuel et tout ça. Bon, bon, bref. Globalement, on communique avec l'API de Camunda. Là, ici, j'utilise l'API. Bon, il y a ce qu'on appelle le Zipi Client qui me permet de communiquer avec l'API de Camunda, par exemple. Là, dans l'exemple que j'ai montré, quand à chaque fois je démarre une nouvelle commande de pizza, en background, en fait, je vais appeler cette API, comment je dis, ce composant-là qui communique avec Camunda, qui va créer en fait une nouvelle instance. Qui va créer une nouvelle instance. Donc, mais il y a également des API REST où on peut. Pardon? Je vais peut-être. Il y a également des API REST, voilà, qui est quand même dans la discussion où on peut en fait il y a quelqu'un qui essaie de couper ok, excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un. Ah, ok, son micro, ok, voilà, ça a été coupé. Mais voilà, comme je disais, il y a des API REST voilà, où on peut en fait piloter éventuellement des instances de et je vais essayer d'aller un peu plus vite. Peux-tu nous parler un peu plus sur les API disponibles? Ben bon, voilà, c'est ce que je disais. Comment IA peut-elle être intégrée pour la démarche de modélisation des processus depuis l'identification à la description? Oui, ok. Là, par exemple, c'est toujours le grand truc parce que j'ai toujours aussi eu cette question avec un projet sur lequel je travaillais ou le business. Oui, est-ce que je peux juste décrire en fait finalement mes exigences de façon textuelle et puis je vais donner une IA qui va générer directement mon processus de PMM. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Bon, en tout cas, avec les outils que j'ai utilisés jusqu'à aujourd'hui, voilà, ce n'est pas tout à fait exact.
pense qu'il faut toujours, il y aura soit quelqu'un qui maîtrise le BPMN ou voilà, un business analyst, quelqu'un qui maîtrise le BPMN pour travailler sur ce processus-là. Mais pour avoir une idée, Kamunda à propos, je crois que si je ne me trompe pas, le thème, c'est le cockpit, Kamunda cockpit, si j'ai bonne mémoire. Bon, bref, il faut que je check. Qu'il a en fait, tu peux décrire en fait textuellement hein, tes exigences et il va te générer un BPMN. Voilà, ça c'est un premier jet en fait. Mais ce BPMN très souvent n'est pas, voilà, il faudra toujours un peu d'expérience pour pouvoir voilà, modifier ce BPMN pour que ça comment je vais dire, pour que ça se rapproche ou alors pour que ce soit tout exactement l'exigence qui est demandée. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, c'est vrai, il faut avoir ces outils-là pour avoir un premier jet sur les processus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si j'ai répondu à la question. Bon, là, je pense que voilà, nous sommes là. Merci d'avoir, en tout cas, merci une fois de plus d'avoir assisté. Je remets juste très rapidement le formulaire. Si vous pouvez aller le remplir et donner éventuellement des idées, ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cela. Merci, merci d'avoir assisté. Et puis, voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil également. Merci. Hein. Jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube, m'écrire, me laisser un message.